Bonjour Victor. Bonjour Maurice. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui est assez à la mode, alors depuis quelque temps déjà, hein, notamment depuis le Covid, qui est celui de la vitamine D, la fameuse vitamine D. On entend beaucoup de choses par rapport à cette vitamine D. Alors, sert-elle uniquement au métabolisme du phosphore et du calcium, ce qu'on appelle le métabolisme phosphocalcique? Non, pas du tout. Elle joue dans l'immunité, elle joue sur le cerveau, elle joue sur plein d'organes et plein de fonctions. Bref, on va tout vous dire au sujet de cette vitamine D. Et pour commencer, Victor, est-ce que cette vitamine est vraiment une vitamine en fait? Eh ben, on se demande. Donc la définition d'une vitamine, c'est une amine, enfin au départ c'était une amine nécessaire à la vie. Donc c'était une amine que le corps ne savait pas fabriquer et dont il a besoin. Donc une amine qui ne pouvait être apportée que par l'alimentation. En fait, on s'est rendu compte que de nombreuses molécules répondaient à cette définition et elles n'étaient pas toutes des amines. Mais le nom de vitamine est resté. La vitamine D, elle, est assez particulière parce que bon, déjà, ce n'est pas du tout une amine. C'est une molécule qui ressemble à une hormone stéroïde, d'ailleurs, qui, même d'un point de vue biochimique, est une hormone stéroïde, fabriquée à partir du cholestérol. Et elle n'est pas forcément apportée par l'alimentation parce que l'organisme peut aussi en fabriquer. Donc c'est bien une molécule qui est nécessaire à la vie, qui peut être apportée par l'alimentation, mais qui peut aussi être fabriquée dans une certaine mesure. Donc c'est pas évident de dire que c'est une vitamine. Et du coup, la vitamine D, donc si elle n'est pas issue de l'alimentation, elle est issue de quoi? Alors la vitamine D, elle peut aussi être fabriquée de manière endogène, c'est-à-dire par l'organisme. Donc elle est synthétisée à partir du cholestérol. Elle nécessite dans sa fabrication une réaction chimique qui se fait au niveau de la peau, quand la peau reçoit des UV, qui permet cette réaction chimique. Donc il faut une exposition solaire pour que cette vitamine D puisse être fabriquée. Et ensuite, il y a une étape d'activation par le rein. Donc exposition solaire obligatoire si on veut la fabriquer. Eh oui, pour la fabriquer de manière endogène, il faut une exposition solaire obligatoire. Il n'y a pas d'autre moyen. L'autre moyen, c'est évidemment de l'apporter par l'alimentation. Donc finalement, on peut imaginer deux extrêmes. Par exemple, les Inuits ou les Esquimaux qui ont une exposition solaire très limitée, ne serait-ce qu'à cause des températures du fait qu'ils se couvrent beaucoup, et puis d'un nombre d'heures d'exposition solaire qui est beaucoup plus faible, par exemple, qu'au niveau de l'équateur, et qui vont manger plein d'aliments très 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 riches en vitamine D, on pourra en reparler tout à l'heure, et en revanche, des Maasai, par exemple, qui, eux, sont beaucoup plus exposés au soleil, à tel point d'ailleurs que leur peau, justement, est faite pour les protéger de certains dangers d'une surexposition solaire, mais qui, eux, donc, on imagine, fabriquent beaucoup plus leur vitamine D qu'ils ne la mangent, puisqu'ils consomment des aliments qui en contiennent beaucoup moins, en fait. Donc, du coup, on a une espèce de paradoxe, justement, de cette vitamine D qui est à la fois qu'on peut faire, alors, donc qui n'est pas vraiment une vitamine, mais qu'on peut consommer aussi. Pour la plupart des gens, c'est les deux voies qui sont importantes, les deux sont nécessaires, mais il y a une espèce finalement de gradient entre le nord et le sud, ou en tout cas entre le pôle et l'équateur, qui accentue encore cette vision de paradoxe. Mais à quoi sert vraiment cette vitamine D dans le fond? Alors le rôle de la vitamine D qu'on a longtemps cru être son seul rôle ou son rôle principal était celui de permettre de fixer le calcium sur l'os. Alors c'est une vision assez naïve et puis on s'est rendu compte au fur et à mesure que toutes les cellules de l'organisme avaient des récepteurs à la vitamine D et que c'était une molécule qui était nécessaire au bon fonctionnement de l'ensemble de l'organisme. Donc des fonctions qui vont bien plus loin que le métabolisme osseux. Par ailleurs, le métabolisme osseux fait également intervenir la vitamine A et la vitamine K2. Et en fait, l'os est un organisme vivant dont la fonction est bien plus que juste être une structure pour notre organisme. L'os permet également de faire une réserve en minéraux et en oligoéléments qui peuvent être stockés ou relargués en fonction des apports. Donc l'os représente une très grosse réserve en calcium et en phosphore. Son métabolisme est influencé par de nombreuses vitamines et il permet de relarguer des micro-éléments dans l'organisme quand nécessaire. Donc l'os, c'est vraiment un organe à part entière, hein. On a tendance à l'oublier. C'est plus que quelque chose d'inerte, hein. C'est tout sauf quelque chose d'inerte en fait. C'est vrai que ce qui peut nous induire en erreur, c'est que bon, quand on meurt, au bout d'un moment, il ne reste que le squelette, parce que vu qu'il y a
structure minérale, elle ne se dégrade pas aussi vite avec le temps, mais dans l'organisme, l'os est on ne peut plus vivant, il y a de nombreuses cellules qui le travaillent en permanence. Il est aussi siège de la moelle osseuse qui permet de fabriquer nos cellules sanguines et nos cellules immunitaires, donc c'est un organe on ne peut plus vivant. Oui. Et donc la vitamine D a des rôles multiples. On dit qu'elle est pléiotrope car elle est ubiquitaire, c'est-à-dire qu'elle agit sur toutes les cellules de l'organisme et tous les organes en ont besoin pour fonctionner correctement. Au niveau de ces actions, on pourrait citer des actions immunitaires, des actions musculaires, des actions sur le métabolisme osseux bien sûr, des actions importantes pour la grossesse, des actions anticancéreuses. C'est vraiment une vitamine à tout faire, en fait, c'est vraiment une hormone à tout faire, ça c'est très clair. Elle est nécessaire pour toutes les cellules. En cas d'insuffisance en vitamine D, le nombre de perturbations et de troubles que l'on va subir est très difficile à lister précisément car ses effets sont très étendus. Très bien, et c'est vrai qu'on voit passer régulièrement des articles scientifiques sur l'effet, par exemple, de la vitamine D sur le cerveau. Alors ça, c'était un des effets inattendus. Comment est-ce que la vitamine D peut agir sur les neurones? Et ben en fait, on dit qu'elle a un côté neurotrophique, c'est-à-dire qu'elle permet aux cellules nerveuses de notre cerveau de survivre, voire même de se développer correctement et de rester en vie et de fonctionner normalement. Et lorsqu'on carence en vitamine D, eh ben, il y a un certain nombre de neurones qui vont mourir, par exemple, et on sait que dans certains cas de maladies neurodégénératives comme des maladies d'Alzheimer, ben, certaines d'entre elles, alors pas toutes loin de là, mais certaines d'entre elles sont probablement dues à des carences sur le long terme, hein, en vitamine D, par exemple. Oui, on peut aussi parler des femmes enceintes et des nourrissons. Je crois qu'il est assez bien au courant des nécessités de supplémenter en vitamine D3, en particulier dans des latitudes élevées, bien que tu ne sois pas enceinte toi-même, mais tu es assez concerné en ce moment par le problème. Oui, effectivement. Et c'est dire à quel point on manque de cette vitamine, mais peut-être qu'on peut en reparler dans un instant. Tu avais abordé un paradoxe qui est celui de pouvoir faire synthétiser, comme on dit, cette vitamine, alors que normalement, par définition, une vitamine, on ne peut pas la fabriquer. Bon, là, on peut la fabriquer en partie, au moins, en tout cas. Mais comment ça marche? En pratique, l'organisme peut utiliser le cholestérol, qui lui est largement apporté par l'alimentation s'il y a une alimentation équilibrée, mais qui peut aussi être fabriqué de manière endogène par le corps. Donc l'organisme peut fabriquer la vitamine D3 à partir de ce cholestérol. Cette fabrication nécessite une étape de réaction chimique au niveau de la peau qui ne peut être produite que par la captation des ultraviolets par la peau. Donc cette étape est obligatoire et on se retrouve ensuite avec une vitamine D3 qui est encore sous forme inactivée et qui doit subir une dernière étape d'activation au niveau du rein. Alors en ce qui concerne les aspects d'apport par l'alimentation de la vitamine D, on parle souvent de D2 ou de D3. D'ailleurs, quand on fait les dosages dans le sang, on dose D2 plus D3. Quelle différence? Tu nous rappelles un petit peu? Alors la vitamine D3, c'est celle qui est fabriquée par notre organisme et c'est aussi celle que l'on retrouve dans les produits d'origine animale. La vitamine D2, elle, est une molécule qui ressemble beaucoup à la vitamine D3, avec une petite différence, et c'est une molécule que l'on retrouve dans les plantes. Et en fait, il se trouve qu'on a longtemps pensé que ces formes étaient équivalentes, car elles ressemblaient beaucoup, et donc que l'on pouvait utiliser les sources végétales pour apporter de la vitamine D. Et on s'est rendu compte petit à petit qu'en fait, cette vitamine D2 que l'on retrouve dans les végétaux est au mieux beaucoup moins active que la D3 animale, voire même pas active du tout. Donc on continue à doser cette vitamine D2, mais on peut quand même se poser la question de l'intérêt de ce dosage, parce qu'en fait, la vitamine D qui nous intéresse chez Homo sapiens, c'est la D3. Après, c'est intéressant de voir qu'au niveau de l'évolution, quand il y a une séparation entre le règne végétal et le règne animal, que l'évolution quand même a gardé un mécanisme proche, alors pas forcément pour les mêmes rôles et avec les mêmes fonctions, mais a gardé cette structure proche de vitamine D2 ou D3, c'est quand même intéressant d'un point de vue de la biologie de l'évolution. Mais effectivement, cette séparation entre animaux et végétaux date d'il y a longtemps, à moins d'avoir le matériel enzymatique qui nous permettrait de pouvoir transformer l'équivalent végétal en molécules animales, et ça n'est en pratique pas le cas, eh bien effectivement on est coincé si on essaye de pallier cette D3 par de la D2. Alors tu as parlé tout à l'heure de l'activation par le rein, et c'était juste pour faire une petite remarque parce que ça soulève des problèmes ou en tout cas des choses intéressantes. Donc
que cette vitamine soit faite à partir du cholestérol issu de notre alimentation, de façon directe ou indirecte. Donc une alimentation suffisamment riche, soit en cholestérol, soit en acides gras saturés. Donc de là, on fabrique donc ce qu'on appelle des stéroïdes, donc des dérivés du cholestérol, dont cette fameuse vitamine D3. Ou alors on l'absorbe par voie digestive, mais sous forme de précurseurs. Et donc ces deux sources de vitamine D3 en fait ne sont pas encore activées, comme tu l'as dit. Tu as expliqué qu'il fallait activer, alors par le foie d'abord, mais surtout par le rein ensuite. Et cette activation rénale de ce qu'on appelle la 25D3 en 1,25D3, ou plus exactement la 1,25-OHD3, qui est la vraie forme active au final, qui va pouvoir donc faire tous les effets bénéfiques dont on a parlé, eh bien en réalité, elle suppose donc que le rein fonctionne normalement et qu'il ne souffre pas, qu'il n'y ait pas une maladie rénale chronique due à un diabète, due à une hypertension chronique et autres causes d'hyperinsulinémie. Et deuxièmement, cela veut dire aussi que c'est celle-ci qui est active et c'est celle-ci que l'on devrait doser dans la pratique. C'est pas ce qu'on fait. C'est pas la 1,25-OHD3, la vraie vitamine D3 activée que l'on dose, c'est le précurseur, c'est la 25-OHD3. Donc on est vraiment sur un dosage d'une molécule qu'on appelle intermédiaire, et donc c'est une vision indirecte, une vision intermédiaire sur notre réel stock en vitamine D. Alors en théorie, ça ne pose pas de problème, c'est ce qu'on nous enseigne dans les manuels de physiologie par exemple, mais on imagine bien volontiers qu'en cas de maladie rénale, eh bien les choses ne sont pas si simples. En cas de maladie hormonale aussi, ça n'est pas si simple parce que cette étape d'activation par le rein, outre le fait qu'elle suppose que le rein soit normal, elle suppose aussi qu'il y ait des interactions hormonales, on ne va pas rentrer dans ce détail, et qu'elles se fassent normalement. Donc bref, on a une vision biaisée, et il n'est pas impossible finalement que les gens soient peut-être plus carencés qu'on ne le pense en dosant ce précurseur. Bon, c'était une petite parenthèse que je voulais ouvrir sur ce sujet. En parlant de carence, on constate chez nos patients, c'est très clair, c'est tout le temps, puisqu'on la dose cette vitamine D, bien sûr, en médecine, alors en neurologie en ce qui me concerne, on dose cette vitamine D, on sait qu'elle a donc, comme on a dit, un impact sur le cerveau, et tous, et quand je dis tous, c'est tous les patients, sauf ceux qui sont supplémentés, mais tous les patients non supplémentés sont en carence de vitamine D. Alors, on joue sur les mots, on va dire insuffisance quand c'est en dessous de 30, la carence est un peu plus bas, donc si je suis autour de 25-30, là on va parler d'insuffisance. Bon, peu importe, globalement il en manque, et en fait c'est le cas de tous les patients. Donc ça c'est absolument incroyable. Est-ce que tu peux nous apporter quelques réflexions, quelques remarques pour expliquer un peu qu'on soit tous carencés, ou presque, à moins d'y porter vraiment attention? Oui, donc il y a deux raisons à ça, qui une fois de plus sont liées à nos modes de vie. La première raison, elle concerne notre exposition solaire principalement. Aujourd'hui, on vit de plus en plus en intérieur, avec de moins en moins d'activités en extérieur, et quand on a des activités en extérieur, on est en général couvert de la tête aux pieds, et donc les seules parties de la peau qui voient les rayons du soleil, c'est les mains et le bout du nez. Donc en termes d'exposition solaire, ça ne permet pas une production suffisante de vitamine D3 par l'organisme. Et encore, bon, il y a certaines personnes qui travaillent en extérieur ou qui sortent régulièrement faire des balades, y compris dans le sud de la France, où il peut y avoir du soleil et faire beau quand même assez longtemps dans l'année. Mais si on va dans le nord, dans des régions où il fait froid, où il pleut, bah, on a tendance à aller beaucoup moins dehors, à rester beaucoup en intérieur, et puis même quand on sort, si jamais on travaille dehors ou qu'on veut aller se promener, en général on porte un manteau, une écharpe, voire même des gants. Donc en fait une exposition solaire très faible, et plus une diabolisation du soleil par les autorités qui vont nous faire nous protéger, mettre des produits sur la peau pour éviter de recevoir les UV. Donc voilà, vraiment cette carence en exposition au solaire et en captation des UV par la peau empêche la fabrication endogène de la vitamine D3. La deuxième raison, c'est la diabolisation des graisses animales par les autorités. Comme on l'a dit, une bonne partie de la vitamine D3 de source animale peut être trouvée par exemple dans le jaune d'œuf, dans les abats, type les foies de ruminants, ou dans les poissons gras, les œufs de poisson, le foie de morue y compris. Et une partie peut être fabriquée par l'organisme à partir du cholestérol. Sauf que les autorités de santé ont diabolisé le cholestérol dès que des patients
ont des taux de cholestérol un petit peu élevés ou qu'ils ont fait un infarctus du myocarde, on leur met des statines pour baisser le cholestérol. Et puis on explique à tout le monde qu'il faut éviter de manger des produits d'origine animale, que le jaune d'œuf c'est terrible et que ça va boucher les artères et que vous allez mourir si vous mangez du jaune d'œuf. Enfin bon, voilà, toutes ces bêtises qu'on a l'habitude d'entendre et qui aboutissent également à une carence en vitamine D3. Juste un mot pour terminer, du coup, quel conseil simple, concret, pratique tu peux nous donner pour éviter d'être carencé en vitamine D3, vu que cette vitamine est si importante pour nous? Tout d'abord, d'avoir des activités en extérieur. Sortir quand il fait jour le matin, allez vous exposer, ouvrez les fenêtres, ne soyez pas constamment couvert. Quand vous sortez, ne mettez pas de l'écran total partout. Alors certes, si vous avez des jeunes enfants ou que vous êtes en plein été au bord de la plage, c'est pas le moment de s'exposer entre midi et 16 heures. Il est évident qu'il y aura un risque de coup de soleil dans ces cas-là. Mais la plupart du temps, les expositions solaires dont on parle ne sont pas du tout nocives et même au contraire bénéfiques. Donc déjà, s'exposer à la lumière du jour, avec quelques précautions l'été entre midi et 16 heures, on le rappelle. Et de deux, arrêter de diaboliser le cholestérol alimentaire et manger des jaunes d'œufs régulièrement, manger des abats type du foie de bœuf dont tu as fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, manger par exemple du bouillon d'os dont tu as également fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, manger des poissons gras, manger des œufs de poisson. Voilà, tous ces aliments-là sont vos amis quand il s'agit d'apport en vitamine D3. Très bien, bon, je crois que le message est clair. Du coup, il ne reste plus qu'à passer à l'action. Bon, merci Victor. Du coup, on se voit bientôt dans un prochain podcast pour aborder une autre thématique. D'ailleurs, on pourra reparler de l'exposition solaire. C'est une thématique passionnante, sachant qu'aujourd'hui, on meurt plus de la sous-exposition que la surexposition solaire. Là aussi, il y a beaucoup à dire. Bref, merci de nous avoir suivis jusque-là. À très bientôt sur notre site www.sequoiasanté.com. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un pouce vers le haut et à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, en activant la cloche de notification pour ne rien rater. À très bientôt pour un prochain podcast et en attendant, prenez soin de vous. Merci Boris, à très bientôt, prenez soin de vous.